d'asile sur notre territoire. Donc territoire, ça englobe bien sûr l'agglomération lyonnaise, mais aussi la France, puisque nous recevons également Utopia 56, qui est un peu partout en France où le besoin se porte. Donc je tenais également tout d'abord à remercier Mohamed Idrissaï, qui sera parmi nous pour nous raconter son histoire personnelle et notamment en fait son parcours de demandeur d'asile ici en France, puisqu'il est réfugié depuis 1 an. Thank you Mohamed to being with us. Merci également à Marion Dariva, qui est la chargée de vie collective et gestion financière du centre d'hébergement d'urgence de Forum Réfugiés dans le 8e arrondissement, centre qui accueille principalement les Dublinés. Elle est en compagnie de Véronica Mansoui, qui est chargée d'accompagnement dans ce même centre. Nous remercions Pierre Anquetil, qui est le coordinateur du centre d'accueil et d'orientation de Vénissieux, donc tout proche voisin à nous. Et surtout, on remercie Gaël Manzi qui a fait le voyage depuis Calais pour venir nous parler de l'association qu'il a créée, qu'il a cofondée, même Utopia 56. Donc aujourd'hui, on remercie bien sûr Amir, que la plupart d'entre vous connaissent, puisqu'il sera notre traducteur franco-arabe. Merci Amir. Donc le groupe conférence n'a pas monté tout seul cet événement. Il a été appuyé par le pôle développement local de l'Institut Bioforce. On a voulu en fait monter cette conférence parce que d'une part, la plupart des apprenants de Bioforce ont travaillé avec des réfugiés lors de votre parcours professionnel. Ça se passera sûrement à l'international, peut-être ici aussi en local et en Europe. Et aussi parce que l'actualité a mis beaucoup en avant en fait, la demande d'asile, notamment avec la nouvelle loi asile-immigration et la politique de ce qu'on appelait la crise des réfugiés, ou ce qu'on peut appeler la crise de gestion des réfugiés ici en Europe. Avant de commencer, je vais garder un tout petit peu la parole, mais vraiment un tout petit peu. C'est pour qu'on ait tous une définition commune des termes que nous allons principalement utiliser, comme le terme demandeur d'asile. Donc, demandeur d'asile, selon le Larousse et le HCR, donc le Haut Commissariat pour protection des réfugiés, c'est une personne qui a fui son pays parce qu'elle y subit des persécutions ou qui craint d'en subir, et qui est en quête d'une protection internationale et dont la demande de statut de réfugié n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive. Parmi ces demandeurs d'asile, donc tout à l'heure on a utilisé le terme Dubliné, la procédure Dublin a été mise en place en Europe pour éviter en fait ce qu'on appelait l'asylum shopping, ou la sélection des pays par les demandeurs d'asile. Ça a été mis en place en 1992. En 2013, Dublin 3, oui, parce qu'il y a eu Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3, a établi que le pays responsable de la demande d'asile d'une personne est celui où soit il a fait une première demande, soit le pays où il a laissé pour la première fois des empreintes, soit le pays où il est entré avec un visa pour la première fois, donc toujours en Europe, ou soit il a franchi la frontière en se déclarant, en passant en catimini. S'il y a fuite ou si un risque de fuite et non négligeable est observé, la personne peut être placée en rétention. Sinon, le temps de la procédure Dublin, si ce Dubliné se trouve dans un pays hors du premier pays où il a été déclaré, il dispose quand même de certains droits, notamment l'allocation pour demandeurs d'asile ici en France, et il peut être assigné à résidence. Alors, pour les chanceux, ou pas, bien sûr, parce que quand on est réfugié, on n'est pas très... Voilà. On peut bénéficier d'une protection internationale ici en France. 2 catégories en fait, de personnes peuvent bénéficier de cette protection. Donc les réfugiés, qui étaient d'anciens demandeurs d'asile, mais qui ont obtenu cette protection internationale sous les critères de la Convention de Genève 1951. Elle est réservée donc
aux personnes qui craignent d'être persécutées en raison de ses origines, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou du fait de ses opinions. En France, les personnes reconnues comme réfugiées sont placées sous la protection juridique et administrative de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Elle a vocation à bénéficier d'une carte de résident valable 10 ans, en premier temps. Et il y a les personnes qui ne sont pas réfugiées mais qui ont quand même une protection, et c'est la protection subsidiaire. Cette protection, en fait, permet à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition de réfugié, mais dont il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes suivantes, la peine de mort ou l'exécution, la torture ou les peines ou traitements inhumains et dégradants, ou bien pour les civils une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Donc les personnes bénéficiant de cette protection sont placées également sous l'égide de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, et ils se voient attribuer une carte de séjour temporaire d'une durée de 1 an, renouvelable en portant la mention vie privée et familiale. Là, donc on va en parler tout de suite après de la loi Asile et Immigration qui a été présentée au Conseil des ministres en février. Si la loi passe, ils bénéficieront désormais d'une carte pluriannuelle d'une durée maximale de 4 ans. Donc, tout à l'heure, on a parlé des réfugiés, donc il n'y en a pas qu'en Europe et en France, il y en a également dans le monde. Donc, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc le HCR, 65,6 millions de personnes sont en situation de déplacement forcé, ce qui correspond à la population française. Et si on les concentrait tous, ça serait le 21e pays le plus peuplé du monde. Ce flux migratoire sont souvent déterminés en fait en majorité par les impacts du changement climatique, par des persécutions et des inégalités vécues ou craignant d'être subies dans les pays d'origine ou par des crises et des conflits. Les réfugiés, donc dans ces déplacements forcés, on trouve plusieurs catégories de personnes. Il y a les réfugiés, qui sont à peu près 21,3 millions en 2015, et qui sont principalement de nationalité, à cette année-là, syrienne, irakienne, afghane et somalienne. Il y a aussi les déplacés internes, donc qui ne sortent pas de la frontière de leur pays. Ceux-là, ils sont à peu près 40,8 millions de par le monde, et ce sont surtout des Colombiens, des Syriens et des Irakiens. Il y a également donc les demandeurs d'asile, qui représentent 3,2 millions de personnes, et donc qui sont en attente d'une protection subsidiaire ou d'obtenir le statut de réfugié. Et il y a malheureusement aussi 10 millions d'apatrides. Alors les apatrides, ce sont des personnes qui malheureusement n'ont pas officiellement dont le pays n'est pas officiellement reconnu et n'ont pas une nationalité officielle. Donc ces dernières années, une bonne partie de la couverture médiatique s'est concentrée sur la réinstallation des réfugiés dans les pays développés, mais aussi sur les efforts entrepris par certains États, notamment européens, pour limiter l'accès, voire même ériger des barrières contre la venue des réfugiés. Pourtant, le HCR, dans son dernier rapport des tendances migratoires, a bien montré qu'à la fin de l'année 2016, la plupart des réfugiés, 84%, on peut dire, se trouvaient dans des pays en développement ou à revenus moyens. Et une personne sur 3 dans cette population, soit 4,9 millions de personnes, était accueillie dans un des pays les moins développés. Donc voilà. Mais on va se concentrer sur l'Europe pour l'instant. Donc la politique migratoire européenne commune n'existe pas. En 2015, le régime d'asile européen commun, le RAEC, a été durement éprouvé avec la venue de ce flux migratoire assez important dû aux événements mondiaux, la crise en Syrie, au Soudan, etc. etc. Donc il n'y a pas d'harmonisation pour l'instant de politique européenne, du fait d'un manque de volonté et d'action politique des États qui composent l'Union, ou par le fait que l'évolution
de la venue de ces réfugiés subit des changements au cours du temps. Là, on a vu qu'il y avait une augmentation énorme du nombre d'enfants et de femmes qui avaient besoin de protection dans ce flux-là. Et de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux pays ferment ses frontières. Donc, ce qui pose énormément de problèmes. L'Union européenne, avec tous ces effets, ne fait que réagir avec une logique de gestion de crise, ce qui peut donner des catastrophes humanitaires et même au sein de l'Union européenne, des crises politiques. En France, en 2015, afin d'assurer un meilleur respect des droits d'asile et notamment quand il y a un flux aussi important qui arrive, l'État souhaitait prendre en main de bout en bout en fait, la gestion de l'accueil des migrants, donc des demandeurs d'asile. Et c'est l'OFII, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui prend en charge en fait ce dossier-là. Il est responsable du premier accueil des demandeurs d'asile. Il finance et gère les plateformes de premier accueil et, par ses directions territoriales et passe bien sûr des conventions avec des opérateurs extérieurs. Donc il anime le dispositif national d'accueil, on a pas mal parlé du DNA, et à ce titre, donc, il gère une partie des entrées des demandeurs d'asile dans les CADAR, qui sont les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, et aussi les CPH, donc les centres provisoires d'hébergement, et tout ce qui est dispositif relevant donc, de ce dispositif national d'accueil. Mais, malgré en fait, cet effort de l'État français, le système a été déstabilisé donc, depuis 2015. Il y a une saturation en fait, du dispositif spécialisé destiné à accueillir ces demandeurs d'asile. Et il y a eu un manque de réactivité, ce qui a provoqué un allongement des enregistrements et des procédures d'examen des dossiers, un versement différé des allocations d'aide pour les demandeurs d'asile et un allongement aussi des procédures d'examen des dossiers. Ce qui fait que de nombreux demandeurs d'asile se sont retrouvés sans domicile fixe, sans revenus, puisqu'ils ont parfois du mal à avoir de l'aide de leur pays d'origine, et ont été souvent contraints de faire appel aux structures d'urgence banalisées, que ce soit en matière d'hébergement, de soins et d'alimentation. C'est pour ça qu'en janvier 2018, enfin janvier-février, premier trimestre 2018, le gouvernement actuel a présenté en fait une nouvelle loi asile et immigration qui va être examinée par l'Assemblée nationale en avril 2018. Pour l'instant, ça a été présenté au Conseil des ministres. L'une des mesures phares, en fait, c'est la facilité vise à faciliter les expulsions des personnes déboutées. Donc, et la durée maximale de rétention passe à 90 jours ou 135 jours en cas d'obstruction. Donc les personnes se retrouvent plus facilement en rétention. La rétention administrative permet de retenir un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement. Donc, bref, je vais en rester là. Je vais laisser les professionnels en parler. Je vais tout d'abord laisser la parole à Mohamed. Hi, Mohamed. Qui nous délivrera un bout de son histoire, en fait, en tant que demandeur d'asile et maintenant en tant que réfugié. Puis, Gaël Manzi, d'Utopia 56, association qui organise du bénévolat humanitaire auprès des réfugiés, notamment à Calais et à Paris, prendra la parole. Puis nous écouterons Pierre Anquetil, d'Habitat et Humanisme Rome. C'est une association luttant contre le mal logement et qui a récemment étendu son action par l'accueil de demandeurs d'asile en créant ce centre d'accueil et d'orientation à Vénissieux il y a 2 ans. Pour ensuite finalement écouter Marion Dariva, qui est une diplômée, je vous force, coordinatrice de projet, et qui travaille donc pour Forum Réfugiés, qui depuis 36 ans travaille dans le secteur des réfugiés, lutte pour la défense du droit d'asile et promet l'état de droit. Merci beaucoup, et puis bonne écoute. Et Mohamed.
You can take the mic. Alors, si jamais c'est possible que je discute un petit peu avec lui en arabe, c'est juste pour clarifier les choses, pour que je vous dise correctement. Okay. السلام عليكم. تجربتي مع الهجرة لها أسباب، وبالنسبة للإريتريين هي أسباب قديمة متجددة. بمعنى يعني الهجرة بالنسبة للإريتريين بدأت قبل 50 سنة نتيجة للاستعمار، نتيجة لحاجات كثيرة. بس الآن الجديد في الهجرة هو الحرب الإثيوبية الأخيرة. الحرب الإثيوبية الأخيرة الجديدة هي بدأت من سنة 98 حصل اجتياح لإريتريا، والنظام الإريتري نظام متعنت لا يخضع للسلام، وفتح مجال الحرب المستمرة. اوكي، فنستنى شويه كده عشان اقول لهم خلاص. فانت بتقول يعني بدات الحاجه دي كلها من الهجره الاخيره. اوكي، المشكله الثقل في اوروبا، يعني الثقل بتاع اللجوء اللي خلتك تيجي يعني هنا. خلاص، اللي خلتك تيجي هنا 1989. الحرب بدأت 98. Ok. Il dit les demandeurs d'asile, en gros les personnes qui veulent sortir d'Érythrée, ça fait 50 ans que c'est comme ça là-bas. Ah ouais, pardon. C'est mieux. Et que lui, en fait, depuis la guerre qui a commencé en 1998, c'est depuis là, en fait, c'est ce qu'il a fait, commencer à venir, enfin, prendre les démarches pour venir ici. يعني هي بعد الحرب ده اللي انت ابتديت تشتغل عشان تشوف تيجي على اوروبا. pour venir en Europe. بس ما كنتش عايز تيجي فرنسا ولا؟ لا، انا ما كان في برنامجي ما كانت فرنسا. Il n'avait pas en tête de directement venir en France, mais en Europe déjà. تحملنا نتاجة الحرب لمدة طويلة جدا من 98 إلى 2016. الحرب من 98 وانتهت 2003، لكن الآن الحرب بين إريتريا وإثيوبيا بقت مرحلة لا حرب ولا سلم. لا حرب ولا سلام، يعني مسألة مفتوحة. يعني ما تعرفش اللي بيحصل. ما في مفتوح لأنه ما وقعوا اتفاقية بتاع سلام، والسلام ما تم. يعني ولا ده ينفع ولا ده. وبالتالي فتحوا برنامج الخدمة الوطنية المستمرة. الآن موجودين ناس في الخدمة من 98 حتى هذه اللحظة. Donc de 1998 à 2003, à la durée 1998 à 2003, pardon, cette guerre, la guerre, elle a perduré, elle s'est arrêtée, mais à partir de 2003, c'est avec les Éthiopiens, donc en fait entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qu'il y a des problèmes. Je vais juste clarifier une petite chose. أنت بتقول لي ما في سلام ما بين اثيوبيا واريتريا. ما في، لانه ما في سلام توقعت في الجزائر وما تنفذت، وبالتالي بدات الحرب مفتوحه ما عندها افق. Il parle que c'est une guerre ouverte en fait entre Érythrée et l'Éthiopie, qu'il n'y a pas de paix en vue en fait de son point de vue. كل الشباب الإريتري بقى مضطر عشان يكون في أطول الحرب خدمة وطنية بدون حقوق، وبالتالي كل إنسان بقى يفكر في شبابه، لأنه الآن إذا الإنسان دخل الخدمة الوطنية من 98 حتى الآن 20 سنة. 20 سنة مدة طويلة جدا. الخدمة الوطنية في كل العالم ما فيها 6 شهور ل 18 شهر. طيب الخدمة الوطنية هي إيه بالظبط؟ ناشونال سيرفيس. أوكي خلاص. فالناس اللي في الناشونال سيرفيس موجودين ما زالوا عندهم كم 20 سنة. من بدأت الحرب 20 سنة؟ ما زال، وده شيء معروف بالدراسات العلمية. Donc depuis 1998 dans les services nationaux من الناس بتوع اثيوبيا في بتوع اريتريا. اوكي خلاص ماشي. فمن الناس اللي في الوطنيه دي في الخدمه الوطنيه اي انسان يطلع عمره 18 سنه والان يخدم 28 سنه في الجيش عمره كم الان؟
40 سنه يعني هم الشباب وكلهم ده. بتطلع 40 سنة من الجيش؟ ما نطلع حتى يعني. Ah ok. Donc là en fait il parle de l'armée. C'est que on rentre à l'armée à 18 ans et tu sors de l'armée, tu as au minimum 40 ans. Donc toute ta jeunesse adulte, on va dire, et même il y en a beaucoup qui sortent pas de l'armée en fait. Il y en a, ils sont bloqués, ils restent bloqués à l'armée, dans l'armée érythréenne, à vie. C'est une sorte de prison. أنا درست في الكويت وطلعت لبلدي وقعدت 26 سنة في إريتريا. لا يعني ما زال عمري أنا الآن محظوظ. في إريتريا من الخدمة ما بيطلع إلا إنسان إما يستشهد يموت أو يضل موجود. يفضل موجود هناك يا إما يموت. أيوة خروج من الخدمة خروج من الحياة. خدمة الجيش قصدك بقى. خدمة الجيش طبعا. الشعب كله مجيش طبعا. Ouais, puis bien évidemment, alors si une personne essaie de quitter l'armée, c'est la mort assurée. Donc c'est soit tu meurs, soit tu restes dans l'armée. Il n'y a pas trop de choix. Il a quand même, lui, il a étudié au Koweït. Et 27 سنة عشت في إريتريا. في إريتريا رجعت. Après il est retourné pendant 26 ans en Érythrée. تحت الخدمة وبعدين تحت السجون. بعدين ولا في كتاب بكتب فيه الآن. وإن شاء الله بيجيبوا للمنظمة هذه هدية. Il est retourné en Érythrée, il a été emprisonné. كم وقت؟ سجنوك كم وقت؟ أنا سجنوني في فترتين 5 سنين. فترتين؟ سنتين وبضمان ثاني 3 سنين بعدين طلعت. Ok. Il a été emprisonné en fait pendant 5 ans. Alors il est en train d'écrire un livre qu'il espère pouvoir nous apporter ici. والمستجدات عند الأوبرا موجودة يعني. مستندات السجون أنا جبتها يعني جبتها سلمت الأوبرا. مستند موجود يعني. في الأوبرا هذه مستند دليل السجن يعني. طلعت من السجن بضمان بتاع أهلي وبتاع مالي. والآن المستند ده لما حطونا بالضمان وحربته حربته معي وسلمته للأوبرا. الآن مستند عند الدولة الفرنسية. إيه الأوبرا دي؟ أوبرا هذه. اوكي فانت جيت بالورق بتاعك لما طلعت؟ ايوه وسلمته للاوبرا عشان يكون دليل مستند مش مبالغه في الكلام. اوكي ورق ايه بقى؟ بتاع انه انا كنت طلعت بضمان مالي واهلي كلهم وبيوتي كلها وكل المقابله خليته على اساس يصادوها وهربت بنفسي وسلمت المستند الموجود معي. فعشان افهم كويس يعني ادالوا لك الورق؟ طلعت بضمان لمده 2 سنين. الضمان ده بقى ايه؟ ضمان على اساس يطلعوني من السجن لكن برهن اموالي يعني. برهن اموال؟ برهن الاموال. يعني ما فيش اي كل الحاجات دي اخذوها. يعني حجزوها على اساس انا ما اطلع من البلد. اوكي ماشي. وقمت ثاني دخلوني السجن انا هربت من السجن. وبعد ما وصلت هنا رسلوا لي المستندات سلمتها لهم. Il a été emprisonné en 2 fois, une fois 2 ans. Après, il est sorti. En sortant de prison, il lui avait tout pris, sa maison, ses terres. Il n'avait plus rien. Il était retourné une 2e fois en prison et là, il s'est échappé de prison. أنت بقى هربت؟ أخذت بقى إيه ورقك؟ هربت بنفسي وبعد ما وصلت فرنسا رسلوا لي يعني. Donc après, pour tout ce qui est papier, etc., il est arrivé en France et on lui a... الورق بتاعك بعتوا لك كله بعديها. ايوه ان شاء الله اساس الدليل دليل لانه انا اكون اريتري اكون عندي معاناه حقيقيه انا ما قدمت كيس يعني مشبوه يعني قدمت مستند حقيقي. Ok. Et tous les papiers administratifs, en fait, c'est une fois qu'il est arrivé ici que tout lui a été envoyé, il est resté en contact avec sa famille. Et عيلتك كمان اللي بعتت لك. ايوه. وعائلتي هربت من السودان باعتبار انا لما هربت داري من السكون اجوا طبعا فهم بقى هربوا في السودان. Alors en même temps, sa famille en fait est aussi partie au Soudan. Donc lui, il est parti. أنت مشيت في أوروبا وهم مشوا على السودان. أنا جيت بعد ما دخلت أوروبا هم الآن موجودين. Ils sont actuellement en fait, ils vivent au Soudan. الجنوب ولا؟ لا شمال. Nord Soudan. دي مش مبالغة بتاع فيلم توم اند جيري يعني. Il dit que c'est pas un carton ou un film de Tom and Jerry, c'est une réalité.
كيف دخلت الوقت؟ معلش انا اذا في زمن معلش صوره زمان قصدك الوقت يعني؟ Non, non, il dit excusez-moi pour le temps si jamais. Encore 5 minutes. يلا 5 دقايق بتقول لك؟ لانه شعرت بها يعني. نقدر نقول المهم كده. عموما انا دخلت اوروبا الناس بتمشي الانسان الاريتري بقى زي الدخان. زي الدخان؟ الدخان. لما تكون في دخان هنا موجود على السيجاره بيطلع باي خروم يعني. يعني اي حاجه هيعرف يطلع من il dit les Érythréens sont très débrouillards. C'est marrant, il les a comparés à la fumée de cigarette. Et il te dit la fumée elle passe partout quoi. Donc les Érythréens se débrouillent pour arriver, enfin là où ils veulent arriver. عشان كده ما تقدر تقول له تعال برسمي بالطائرات، تعال بالبحر، تعال بالفيزا. الانسان بيتولع فيه نار تطلع من الشباك تطلع في الباب، هذه الحل يعني. عشان كذا في واحد يجي بجواز سوداني مثلا ما زي انا، في زول بيجي بتركيا مثلا، في زول بيجي في ناس يقول لهم نوديكم لفرنسا بودوهم في الاكوادور يعني. بقوا ضحايا لتجاره البشر، ضحايا للكلاب، في معاناه حقيقيه. انا في اريتريا في معاناه حقيقيه يعني معاناه متاعب يعني. قصه اصل هنا فيها تضحيه يعني. مش فاهم تضحيه يعني عشان تصل هنا يعني بقول لك ايش؟ الانسان عشان يصل اوروبا الطرق متعرجه، تمشي سيناء يمسكوك يطلعوا كذا يعني. تمشي تركيا مشكله عن طريق اليونان، تمشي عن طريق بلغاريا مشكله. لكل حدود بقى في مشاكل على الحدود وتدفع ثمن. في ناس بيعدوك ولا بيخليك؟ هذه التجاره الان، زمان التجاره بترول، زمان التجاره ذهب، الان تجاره بشر. Business. Ok. Pour ce qui est de venir jusqu'ici, en fait, il me disait justement, tu as le business du pétrole, en fait, c'est un business d'être un passeur. Donc, il utilisait des passeurs pour venir ici, mais te dis c'est compliqué, tu passes par la Bulgarie, c'est compliqué, tu passes par la Turquie, c'est compliqué. Enfin, c'est les routes pour accéder en Europe, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, c'est pas facile et ça coûte très cher. Et combien de temps avez-vous mis pour arriver en Europe en partant d'Érythrée? كم وقت أخذت عشان تيجي من إريتريا بقى لهنا لأوروبا؟ لأوروبا أنا حالتي استثنائية يعني خاصة. سنة؟ لا أنا حالتي خاصة يعني سبيشال يعني. أنا هربت من السجن مستخبي، وصلت مدة شهرين دخلت السودان. بس من السودان أنا جيت بالجو، جيت بالطائرة. جيت بالطائرة، أوكي. أهلي مستطيعين أهلي ظروفي كويسة أنا. دفعت $12,000. جيت الخرطوم جدة شارديبول. جدة شارديبول $12,000. يعني جيت في 9 ساعات أحسن واحد أنا. Ok. Alors, en fait, dès qu'il s'est échappé de prison, il allait faire, il est parti au Soudan. Il est resté un petit moment là, et puis depuis là-bas, il a pris l'avion pour venir en Europe. Vol direct, ça lui a coûté juste $12,000. بس انا اختلف، انا درست في الكويت، بعرف كينيا، بعرف اكرا، انا لفيت، انا انسان عندي بصيره. Il a beaucoup de vécu, il a beaucoup voyagé. جدا صعب، الناس تدفع 10,000 20,000 وياكل البحر، الان السمك بتاكل بشر، السمك وزنه بشر الان. زمان السمك ياكل سمك، الان السمك وجبته بشر. اعتباري يجي من ليبيا مركب بقع الناس السمك الان انسان. بياخدوا انسان يعني يا اخي انت لما تطلع من ليبيا تمشي الباخره تتكسر، الاسماك تاكل ايش؟ تاكل انت. حتى الاسماك وجبتها تغيرت، وانا اعتذر بدون حطول عليها، بس اقدر اقول لها الانسان في فرنسا هنا لابد يكون في استقبال سكن من الاول. من الاول يوم، لانه الانسان لازم استقبال تنوم في الشارع. Il dit que quand tu arrives, quand tu arrives en France, il y a rien de, il y a rien qui est prévu pour toi. Donc, il a dû dormir dans la rue. Lui, il dit qu'il a de la chance, mais il a passé 5 jours dans la rue. بس انا وضعي برضه يعني عشان انا محلول برضه مره ثانيه في اليوم لقيت معامله ما يحتاج استقبال محترم، لانه ساكنين في سكن مش فويه، سكن بمثابه فندق. دلوقتي انت يعني ايوه والاستقبال درجه اولى والاسيستانت ما يحتاجون، المدير ممتاز مش عشان هم موجودين معي يعني دي حقيقه يعني. لو في معانا انا بقولها يعني لان انا Il dit le directeur de l'assaut est génial et qu'il a pu. Lui, il se considère comme chanceux parce qu'il a trouvé. Il dit j'ai vraiment un bon endroit où vivre. Là, il est vraiment bien.
C'était dur au début, mais maintenant ça va très très bien. Merci beaucoup. Désolé. Sur le temps qu'il a passé en tant que demandeur d'asile et bien sûr Pierre Anquetil qui l'a accueilli dans son CAO pourra également répondre à ces questions. Nous allons maintenant écouter Gaël Manzi qui va nous parler un peu d'Utopia 56 et du travail qu'ils font sur notre territoire ici en France. Gaël. Bonjour, Gaël Manzi, cofondateur de l'association Utopia 56. C'est une asso qu'on a créée quand il y a eu la photo du jeune Ilaï en fait, qui est décédé en 2015. On est venu dans la jungle de Calais avec mon père pour essayer d'apporter notre aide. Et on a vu que les gens vivaient dans des conditions qui étaient inhumaines en fait. Dans un des bidonvilles les plus sales d'Europe, si ce n'est le plus sale d'Europe. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit comment on va faire pour aider. On avait une expérience dans l'événementiel, dans les festivals, et on s'est dit qu'on allait essayer de créer notre association pour mobiliser les Français en fait. Parce que dans le bidonville, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait essentiellement énormément d'Anglais en fait qui venaient en aide dans ce bidonville. Et on s'est dit que c'était grave en fait que les Français ne se bougeaient pas pour venir en aide à toutes ces personnes qui vivaient dans des conditions atroces. Donc on a commencé à essayer de fédérer des gens autour de nous pour venir en aide. À la base, on ramassait les déchets dans la jungle de Calais. Ensuite, on a donné des cours de français dans l'école du chemin des dunes, l'école laïque du chemin des dunes. Et on a aussi donné des coups de main à la Belgium Kitchen. C'était une association qui s'était créée par des Belges pour donner à manger dans la jungle. Petit à petit, après on a eu la coordination associative du camp de Grande-Sainte, qui était une aventure magnifique, où c'est le maire Damien Carême qui a mandaté MSF pour construire un camp aux normes humanitaires dans sa ville, parce qu'en fait il y avait comme à Calais un bidonville où il y avait 3000 personnes essentiellement d'origine kurde qui vivaient dans des conditions vraiment inhumaines. Il faut le voir pour le croire en fait. C'était des enfants, des familles qui vivaient dans 40 cm de boue avec des rats, des poubelles partout. C'était juste quelque chose d'inhumain. Dans le pays des droits de l'homme, il faut le voir pour le croire vraiment, ce qui s'est fait à Calais, ce qui s'est fait à Grande-Sainte et ce qui se passe encore aujourd'hui en France. Suite à ça, le camp a été repris par l'État. Je ne ferai pas de commentaires plus que ça, mais le camp a fini par brûler. Et je pense que ce qu'on peut retenir de ça, c'est que des citoyens engagés, que ce soit à Utopia, mais dans toutes les associations, étaient capables d'apporter de l'aide et de faire en sorte que ces personnes vivent dans des conditions plus dignes que l'État, ce que leur apportait. L'État fait des choses, mais l'État ne fait pas tout. Et c'est bien le problème de ce qu'on rencontre en France aujourd'hui. Suite à ça, on s'est engagé aussi à Porte de la Chapelle, qui devait être comme le camp de Grande-Sainte, un camp de premier accueil, où les gens, plutôt qu'être à la rue, avoir un endroit où vivre et être redirigés vers des CAO pour analyser leur demande d'asile. Comme le camp de Grande-Sainte, ce camp a été récupéré par l'État, il y a eu des prises d'empreintes à 10 mètres du camp de la Chapelle. Utopia s'est retiré pour les mêmes conditions que Grande-Sainte, c'est-à-dire restriction des conditions d'accueil, etc. etc. Le gros problème qu'on rencontre, je pense qu'en tant que citoyen engagé, c'est qu'on n'a pas de solution à leur apporter. On essaye de donner à manger, accès aux soins, des cours, tout ce qu'on peut, mais en fait on n'a pas les solutions parce que ces personnes, ils ont du blin qui flotte au-dessus de leur tête et qui est en fait un accord de non-accueil. En fait, c'est pas une crise des réfugiés, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas une crise des réfugiés qu'on vit, c'est une crise de l'accueil en fait. Il n'y a pas d'accueil qui est prôné en France. Et c'est une honte, on voit des enfants à Calais d'origine érythréenne, d'origine éthiopienne, d'origine afghane, qui vivent dans la rue, qui sont chassés par la police, à qui on confisque tout, à qui on nous a... Par exemple, Utopia, au cours de l'année dernière,
On essayait d'apporter à manger. Pendant 7 mois, on a subi des entraves aux distributions alimentaires de la police. Donc des camions de CRS qui arrivent sur les lieux de distribution, qui cherchent des gens, qui viennent les réveiller pendant la nuit et qui leur prennent le peu qu'ils ont, c'est-à-dire des sacs de couchage, les tentes, le peu qu'on essaie de leur donner. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui en France, en fait, c'est que il y a Dublin qui pèse au-dessus de leur tête, donc ils ne veulent pas rentrer dans les dispositifs parce qu'ils ont peur de se faire renvoyer. Et ce qui est légitime, en fait, parce qu'ils vont être renvoyés vers la Bulgarie, vers l'Italie, vers des pays qui ne veulent pas les accueillir ou qui ne peuvent pas les accueillir. Et derrière, ils se retrouvent dans des conditions de vie qui sont complètement inhumaines. Et c'est des citoyens solidaires sur le terrain qui essayent de leur venir en aide avec des bouts de ficelle. Et ça reste des bouts de ficelle, en fait. On a vraiment du mal à leur venir en aide, parce qu'en fait, c'est un problème politique. Et on a beau essayer de leur donner à manger, des couvertures, le peu, il y a énormément de choses qui sont faites qui font que ils vont continuer à vivre dans des situations précaires. Il y a l'accord du Touquet en Angleterre, à la frontière de l'Angleterre, en fait c'est l'accord du Touquet. C'est un accord entre l'Angleterre et la France qui met la frontière anglaise en France. Donc l'Angleterre, un peu comme en Turquie ou en Italie, il y a des subventions qui sont données pour garder la frontière hermétique. Donc en fait, qui bafouent le droit d'asile de ces personnes, en fait, qui empêchent des personnes de rejoindre le pays où ils ont de la famille, où ils veulent vivre, et c'est complètement bafouer les droits d'asile. Sinon, qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? On voit aussi partout des personnes qui veulent demander l'asile, à Lyon, à Lille, partout en France, et qui vivent à la rue par rapport à ces instructions qui sont trop longues. Et ça aussi, c'est bafouer le droit d'asile. C'est des personnes qui, pendant 6 mois, restent à la rue pour essayer de demander l'asile, et derrière, ils sont dégoûtés du droit d'asile. Et derrière, c'est un cercle sans fin. C'est des personnes qui sont à la rue pendant des temps qui sont indéfinis. On n'a aucune information à nous donner à ces personnes parce que les choses qui sont mises en place par le gouvernement derrière et par l'État, c'est une politique de renvoi. La loi exil et migration, personnellement, ça me fait bien rire. Je pense que c'est plus une loi de renvoi. Et je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une loi pour appliquer Dublin. Ça a été dit par Colomb. C'est une loi pour renvoyer les gens et c'est une loi de non-accueil. Je pense qu'on est capable d'accueillir en France toutes ces personnes qui fuient des pays en guerre et qui fuient des situations économiques graves. Il n'y a pas de distinction à faire entre réfugiés économiques ou réfugiés de guerre. Les gens ne quittent pas leur pays de gaieté de cœur. Et on a un devoir de les accueillir. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire, en fait. C'est engagez-vous et venez aider. Il faut le voir pour le croire. Ces enfants qui vivent à la rue, qui sont chassés par la police, ces assos qui subissent des entraves alimentaires, que ce soit à Calais, à Paris, dans la Roya, c'est partout en France. Et engagez-vous et venez les aider parce que c'est une honte ce qui se passe en France, vraiment. Merci Gaël pour ce témoignage. Il restera bien sûr pour les questions que vous avez à lui poser après les interventions de Pierre et Marion. Donc Pierre, de Terre et Humanisme. Habitat et Humanisme. Désolé. Bon, c'est pas facile de prendre la suite de Gaël parce que on est sur des réalités qui sont tellement différentes que, enfin, vous allez voir, le contraste est assez saisissant entre, je pense, on verra après dans le débat, hein, ce qui se vit hors des dispositifs, c'est-à-dire dans la rue, à Calais et autres. Et puis là où les personnes ont pu entrer dans un dispositif cadré par l'État, géré ensuite par des associations, etc. Donc c'est vrai que je vais... Donc moi je représente donc l'association Habitat et Humanisme Rhône, qui est donc une association née en 85, dont le travail en général est d'héberger et de loger des personnes en difficulté de manière assez large et qui n'intervenait pas sur l'asile jusqu'à il y a 2 ans. Voilà, donc Habitat Humanisme, c'est 85 associations départementales en France et en Belgique. Sur le Rhône, 2000 places de logement et d'hébergement, 110 salariés, 500 bénévoles. Voilà, pour en 2 mots vous présenter l'association pour ceux qui ne connaissent pas.
donc voilà, c'est une association qui fait tout type d'hébergement pour les personnes en difficulté ou de logement pour les personnes en difficulté et qui, suite à la crise des migrants en 2015, a souhaité aussi travailler sur l'accueil des personnes en demande d'asile. Et la préfecture du Rhône a sollicité Habitat Humanisme pour, parmi d'autres associations d'ailleurs, il y avait Forum Réfugiés qui était l'opérateur historique pour l'accueil des demandeurs d'asile, et puis sans doute, j'étais pas là à l'époque, mais que face aux besoins, il y a eu nécessité d'aller voir d'autres associations. Donc on a commencé par ouvrir un petit lieu d'accueil dans le centre de Vénissieux, à côté de la mairie, qui fait une vingtaine de places, dans un lieu qu'on a appelé la Baraka. Ça c'était en mars 2016, et puis ensuite en novembre, la préfecture a loué, enfin en octobre a loué un deuxième bâtiment qui est l'ancienne clinique de la Roseraie, donc à 200 mètres d'ici, dans laquelle on a fait venir 70 personnes d'un coup. Puis ensuite le renfort hivernal, donc l'hiver 2016-2017, où là on a fait venir à nouveau des personnes. Voilà. Et donc on est aujourd'hui, depuis le mois d'avril de l'année dernière à peu près, à 125 personnes prises en charge, donc dans ce qu'on appelle le CAO, Centre d'accueil et d'orientation. Tout à l'heure, Amina parlait de différents types de dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile. Il y en a plein, ils ont été à peu près tous les ans, on en invente un nouveau, depuis je ne sais pas combien, peut-être une dizaine d'années. Voilà, donc le CAO était le dernier né jusqu'à ce qu'on en crée à nouveau d'autres l'année dernière. Voilà. Centre d'accueil d'orientation, le principe c'est quoi? C'est de permettre aux gens qui sont à la rue, donc à Grande-Sainte, à Calais, à Porte de la Chapelle, d'aller en dehors de ces campements sauvages et très médiatiques, et de les faire partir aux quatre coins de la France pour qu'ils soient pris en charge et accompagnés dans leur démarche d'asile et mis à l'abri également. Donc c'était au départ un dispositif expérimental, et puis il a perduré comme souvent les dispositifs expérimentaux. L'idée donc centre d'accueil et d'orientation, c'était juste d'accueillir les gens, de voir où ils en étaient dans leur démarche d'asile, et puis de les orienter ensuite vers la myriade de structures existantes et spécialisées en fonction des situations administratives des gens. Sauf que très vite évidemment on s'est aperçu que tout le système était engorgé, il n'y avait pas assez de place dans les autres dispositifs, donc les gens sont restés dans les CAO comme ils étaient restés dans les HUDA, les PRADA, enfin, je ne vais pas vous donner tous les jolis acronymes. Voilà, et donc on s'est retrouvé à Vénissieux à accompagner les personnes dans toutes leurs demandes d'asile du début à la fin, c'est-à-dire jusqu'à soit ce qu'elles obtiennent l'asile, soit ce qu'elles soient éventuellement déboutées, soit si elles étaient sous procédure Dublin, continuer à les accompagner pendant leur procédure Dublin jusqu'à ce que soit elles retournent dans leur pays, ou qu'elles aillent dans le pays dans lequel ils avaient déposé leurs empreintes, ou bien encore que les personnes disparaissent dans la nature et s'enfuient parce qu'en général elles ne veulent pas rentrer chez elles. Elles ont souvent des bonnes raisons pour ça. Voilà, donc ça c'est donc le CAO de Vénissieux, on est une équipe de 10 salariés et 25 bénévoles environ. C'est une des spécificités d'Habitat Humanisme d'avoir beaucoup de bénévoles, enfin moins qu'Utopia 56, mais voilà. On est, je vous en parlerai un peu plus loin, peut-être vous dire un peu quelques mots sur les gens qu'on accueille. Donc je vous ai mis deux tout petits graphiques, histoire de mettre un peu de couleur. Donc on n'a que des hommes seuls. Alors on a eu quelques familles de temps en temps. Et puis en termes de nationalité, vous voyez, on a majoritairement des personnes. Donc ça c'est tous les gens qu'on a accueillis en 2017. On a 125 places, mais les gens viennent et repartent. Donc on a accueilli 216 personnes en tout l'année dernière, environ 40% de Soudanais, 30% d'Afghans, une vingtaine de pourcents d'Albanais, d'Érythréens, et puis ensuite une dizaine d'autres nationalités. Je vous montre ça parce que vous n'avez pas forcément vu passer tous ces gens-là à côté de chez vous. C'est pas du tout représentatif des demandeurs d'asile sur le territoire français ni sur la métropole lyonnaise,
puisque par exemple, vous remarquerez qu'on n'a aucun Syrien. Voilà. Et voilà, en fait, les centres d'accueil et d'orientation sont un peu spécialisés par nationalité. C'est l'OFI qui décide ça, qui dit bon bah là, on vous a envoyé beaucoup de Soudanais, donc on continue à envoyer des Soudanais pour que les gens puissent aussi s'entraider, être dans leur communauté, etc. Donc voilà, on a surtout des Soudanais, des Afghans, Albanais et Érythréens. Et donc ces personnes-là, qu'est-ce que je veux dire? Ils sont souvent jeunes, ils ont 27 ans en âge moyen. Ils restent entre 1 jour ou 2 ans chez nous. Et on n'est absolument pas maître du temps où ils vont rester, puisque c'est l'OFI qui est décideur derrière, qui nous dit cette personne aujourd'hui, on doit la transférer dans un autre centre, ou bien on l'oublie un peu chez nous, etc. Voilà. Vous dire aussi la politique qui est derrière, qui est très spéciale quand même, puisque les CAO donc ont cette mission de vider ou faire disparaître, enfin je trouve pas un mot très joli, mais en tout cas que soient moins visibles les campements sous les feux médiatiques, que ce soit Calais, Grande-Sainte ou la Porte de la Chapelle, et donc on propose aux gens de monter dans des cars vers des destinations inconnues pour eux aux 4 coins de la France, où ils seront pris en charge. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Voilà, ça crée un effet coupe-fil, puisque par ailleurs on a des tas de personnes qui sont à la rue à Lyon par exemple, et qui ne vont pas trouver de place d'hébergement, parce qu'elles ne sont pas sous le feu des projecteurs. Donc, d'où ensuite des stratégies de contournement, puisque les demandeurs d'asile sont tous interconnectés, comme nous, ou peut-être encore beaucoup plus, et donc les choses se savent, on se retrouve maintenant à accueillir des personnes qui avaient commencé à faire leur demande d'asile en étant à la rue à Lyon, qui sont montées porte de la Chapelle squatter quelques jours, et puis qui là ont pu monter dans un bus et redescendre sur Lyon pour être pris en charge sur Lyon. Voilà. Pour la petite histoire des à côté du contournement du système ou de l'adaptation au système qui parfois est un peu discutable. Voilà. On va peut-être prendre le graphe suivant pour vous montrer. Donc ça, c'était aussi une photo des personnes présentes au CAO de Vénissieux au 31 décembre dernier. Donc vous voyez, on a tout type de procédures. Voilà, 30% de personnes sous procédure Dublin, seulement 13% de personnes en procédure normale ou accélérée. La procédure normale ou accélérée, c'est celle qui permettent d'espérer bénéficier ensuite d'une protection internationale, donc le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Et puis on voit d'ailleurs qu'on avait presque la moitié de nos résidents qui avaient obtenu le statut de réfugié ou en tout cas la protection internationale. Voilà, vous voyez aussi, donc recours CNDA, c'est les personnes qui ont été déboutées en première instance, enfin qui n'ont pas obtenu l'asile en première instance, mais qui vont pouvoir essayer d'obtenir quand même un statut face à la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Voilà, et puis des personnes déboutées quand même, quelques-unes. Voilà. Donc c'était tout pour les... Donc différentes situations administratives aussi, puisque les personnes, selon là où elles arrivent dans leur procédure, au départ, elles n'ont aucun revenu, puis ensuite elles obtiennent l'allocation pour demandeur d'asile, qui est d'environ 200 € par mois, et puis ensuite, si elles obtiennent le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, là elles peuvent bénéficier du RSA si elles ont au moins 25 ans. Pardon ? Plus de 25 ans, pardon. Au moins 25 ans, j'ai dit. Voilà. Et donc, le fait d'être réfugié donne le droit ensuite de travailler et donc d'espérer pouvoir avoir une place en France comme les autres. Voilà. Je fais vite, peut-être pour vous dire, j'arrête là sur les graphiques, je vous en aurais pas trop fait. Donc, en quoi consiste l'accueil des personnes chez nous? D'abord, de les héberger dans des bonnes conditions, donc y compris on a fait un petit salon équipé avec quelques ordinateurs, ils ont des codes Wi-Fi, ça c'est indispensable pour pouvoir rester en lien avec la famille, avec les gens au pays ou avec les autres personnes ici. Une laverie,
alors, en fait, donc, on gère un dispositif, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe financière qui nous permet de donner ce qu'il faut aux gens pour qu'ils puissent vivre au moins avec le minimum. Donc ceux qui n'ont aucun revenu, par exemple, il y a des distributions de la banque alimentaire toutes les semaines, on distribue des produits d'hygiène, des tickets TCL pour pouvoir se déplacer sans avoir trop d'amendes, et puis des chèques services qui permettent d'acheter un peu de compléments pour l'alimentation et l'hygiène. Voilà, on accompagne les personnes, donc on a 5 chargés de mission qui accompagnent les personnes sur leur démarche d'asile et sur ensuite leur démarche sociale une fois qu'elles sont devenues statutaires. On dit statutaire en général pour raccourcir entre réfugiés et protection subsidiaire. Voilà, on a beaucoup de travail d'orientation médicale qui se fait, puisque les personnes, quand elles arrivent souvent après quelques temps à la rue notamment, peuvent être relativement mal en point au niveau santé. Alors il y a la santé somatique bien sûr, mais beaucoup de personnes qui ont vécu un parcours d'asile ont vécu d'énormes traumatismes psychiques, donc il y a un vrai besoin de soutien vers des structures spécialisées. Voilà, alors il y a bien sûr ce que les gens ont vécu avant de partir, ce qui les a fait partir de leur pays d'origine, mais il y a aussi ce qu'ils ont vécu sur la route, notamment tous ceux qui sont passés par la Libye, où vous le savez que la situation est particulièrement difficile et dramatique. Voilà, on a la chance d'avoir sur site une psychologue tous les jeudis qui est là et qui peut écouter les personnes, prendre rendez-vous avec eux et puis essayer de les orienter vers le soin quand c'est nécessaire, avec l'aide d'interprètes. On fait appel à des interprètes professionnels. Voilà. Et puis on a enfin la chance d'avoir donc une équipe de 25 bénévoles qui sont extrêmement motivés et dévoués et qui eux aussi se sont spécialisés pour proposer différentes choses vraiment dans l'accueil, donc humain, bénévole, sympathique des personnes. Donc ça commence par être là le jour où ils arrivent, leur dire bienvenue et leur faire visiter leur chambre par exemple. Mais c'est aussi, on a des personnes qui sont là dans la salle d'ailleurs, qui accompagnent quotidiennement des gens dans leur démarche, que ce soit les démarches administratives, les démarches de soins, etc. Puisque quand on arrive et qu'on ne parle pas un mot de français, c'est pas évident de se repérer. Éventuellement, un certain nombre ne sont pas lettrés non plus, même dans leur langue, donc il faut pouvoir s'en sortir. Et puis aussi expliquer sa situation dans les différentes étapes, que ce soit du parcours de demande d'asile ou des démarches de soins ou autres. Et puis ensuite tout ce qui est, une fois qu'on est statutaire, tout le travail aussi de, j'aime pas le mot, mais on va dire d'intégration ici dans le tissu local. Voilà, on a 7 bénévoles qui donnent des cours de FLE, de français langue étrangère, donc quasiment tous les jours on a un ou une bénévole qui donne 1h30 de cours gratuitement, et puis des personnes qui viennent, qui s'inscrivent, qui suivent le cours. Tous les vendredis après-midi, 3 bénévoles qui qui proposent aussi des sorties pour découvrir le territoire, que ce soit Fourvière, la Croix-Rousse, les Vignes, le musée de l'automobile dernièrement, les Monts du Lyonnais, etc. Et puis régulièrement, enfin, voilà, comme dans beaucoup d'associations, hein, plein de choses sont organisées pour permettre aux gens de se rencontrer. Ils sont très férus de foot aussi, donc voilà, régulièrement ils sont au stade juste au-dessus d'ici. Voilà, on a même des créneaux qui nous ont été mis à disposition par la mairie. Et puis on a une équipe aussi qui travaille sur l'insertion professionnelle pour les personnes qui sont donc statutaires, qui les accompagne aussi là-dessus pour travailler le CV, etc., etc. Voilà, je vais pas en dire plus pour l'instant, si ce n'est dire aussi, pour terminer quand même, puisque un des sujets c'est l'intégration dans le territoire, on est très en lien avec un certain nombre d'associations vénitiennes, en lien aussi avec Bioforce. On a eu le plaisir d'accueillir 3 étudiants cette année dans le cadre du dispositif ASPL. Les 3 sont là d'ailleurs, Mimi, Sherazade et Clément. Voilà. Et puis aussi des chercheurs,
des sociologues, on a des personnes qui font un projet vidéo aussi sur les Minguettes et qui vont donc venir aussi rencontrer les gens. Voilà. Et on est ouvert à tout le monde tous les mercredis matins à la Roseraie de 11h à 13h. On fait ce qu'on appelle un café partagé, donc où toute personne extérieure peut venir boire un café, discuter avec les gens ici, échanger quelques mots. Donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas, tous les mercredis de 11h à 13h à la Roseraie. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Et enfin, nous allons écouter l'intervention de Marion, de Forum Réfugiés. Bonjour. Du coup, moi je m'appelle Marion, ça fait 1 an et quelques que je travaille chez Forum Réfugiés COSI, donc à Lyon 8e, dans un CHUDA, un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. On accueille exclusivement des personnes sous procédure Dublin, du moins quand elles arrivent, elles sont sous Dublin. Du coup, dans notre centre il s'appelle le SAS, c'est notre nom. Du coup, je suis venue avec ma collègue Véronica, qui est à côté de moi, qui est chargée d'accompagnement. Sur Forum particulièrement, on est une asso qui existe depuis 1982. On est 350 salariés et autant de bénévoles, 340 bénévoles. On a plusieurs actions, donc les personnes, on les accueille et on les accompagne, on les héberge et on travaille aussi sur l'intégration. Donc du primo-arrivant, des personnes qui arrivent et qui veulent demander l'asile jusqu'à ce qu'il y ait une protection internationale. Donc on les accueille, on fait aussi de l'intégration. Du coup, on a plusieurs directions, une direction d'accueil, une direction d'hébergement, une direction d'intégration, avec un programme qui s'appelle Accélère, qui a été créé en 2002, où c'est tout ce qui est insertion des personnes qui ont obtenu une protection internationale sur insertion au logement et dans l'emploi. Plus spécifiquement sur notre centre, nous on est 8, si je ne me trompe pas, c'est ça. Du coup, pour vous expliquer, je vais plus vous parler de mon centre, du coup, puis c'est celui que je connais le mieux quand même. Donc on est 8, il y a 4 chargés d'accompagnement, donc qui font le travail de Véronica, qui accompagnent les personnes dans tout ce qui est leur procédure de demande d'asile quand on a des personnes qui sont à l'OFPRA, et tout ce qui est observation à la préfecture quand ils arrivent sous Dublin, et surtout ils s'occupent de tout ce qui est suivi médical, suivi administratif, et puis voilà, tout ce qui est juridique. On a une secrétaire d'accueil, on a aussi une personne qui est ASH, agent social hôtelier, parce qu'on a 175 personnes qui sont hébergées dans notre centre. Donc majoritairement sous Dublin et majoritairement des familles. On a en ce moment 87 adultes et autant d'enfants, 86. Et du coup, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est bâti, donc entrée, transfert, parce qu'on en a beaucoup, on a énormément de mouvements. En moyenne, il n'y a pas vraiment de moyenne. La moyenne de l'année dernière, c'était 300 jours de moyenne en restant au SAS, mais c'est pas une moyenne qui veut dire grand-chose. Du coup, là, le petit schéma qu'on vous a montré, c'est pour vous montrer un petit peu la demande d'asile, le parcours du demandeur d'asile à Lyon, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte, parce que c'est un peu indigeste au début quand même. Donc nous, Forum, on est du début donc, de l'APADA, ce qu'on appelle la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est la grande file d'attente que vous voyez à Garibaldi si vous passez les matins. Qui eux, nos collègues, s'occupent de faire tout ce qui est prise de rendez-vous au GUDA, donc au guichet unique d'accueil, où ils rencontrent un agent de la préfecture et de l'OFI. Où là, il y a un rendez-vous où soit on vous donne un petit dossier OFPRA parce que vous pouvez faire votre demande d'asile en France, soit vous passez vos empreintes et là on se rend compte que vous êtes sous Dublin et là généralement c'est un peu compliqué. On fait une enquête, c'est pas une enquête, mais il y a un questionnaire qui est fait de la part de l'OFI pour voir ce qu'on appelle les CMA, les conditions matérielles d'accueil, où ils font un petit questionnaire vulnérabilité pour voir si je sais pas, vous méritez, je sais pas comment vraiment dire ça, mais si vous pouvez entrer en hébergement, généralement, faut pas se leurrer, les hommes seuls ont très rarement des hébergements, c'est assez rare. C'est plus souvent des familles ou des femmes seules avec des enfants ou quand il y a des pathologies. Où là, du coup, quand ils sont sous Dublin, quand il y a une orientation d'hébergement qui est décidée par l'OFI, donc ils arrivent chez nous parfois, donc sous Dublin. Et ça, c'est ce que vous disiez Pierre après, rapidement pour qu'on vienne après sur le centre.
on va passer pour Dublin, mais du coup pour la procédure, en fait, après vous avez un accompagnement avec Forum qui est fait quand on est en hébergement et aussi quand on l'est pas, avec la PADA, un accompagnement sur votre demande d'asile jusqu'à la fin de la procédure, quelle que soit l'issue de la réponse. Du coup, dans le centre, pour y revenir au SAS, on accueille du coup que des personnes sous Dublin et on a aussi des personnes qui sont en procédure normale et en procédure accélérée. Aussi parce que il n'y a pas de place dans les CADA, donc quand on a une personne qui est plus sous Dublin et qui a eu une admission au séjour, elle passe dans un petit tableau qu'on envoie à l'OFI qui du coup peut nous décider à tout moment de transférer ces personnes partout en France. Des fois ça arrive même qu'on les transfère dans des CAO, on passe d'un FUDA à un CAO, je ne sais pas trop pourquoi, ça arrive. Donc voilà. De quoi ? Oui, on a aussi des statutaires, et on n'en a pas beaucoup, mais on en a en ce moment. Ça arrive qu'on ait des personnes qui arrivent chez nous sous Dublin et qui restent avec nous jusqu'à ce qu'elles entrent en logement. Donc elles sont passées par tous les services de Forum jusqu'à l'intégration. On les garde avec nous jusqu'à ce qu'il y ait une entrée en logement généralement. Après, je ne sais que vous dire d'autre sur Dublin. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon poste? Oui, peut-être moi aussi, je suis aussi dans l'équipe. Moi, je suis en charge de tout ce qui est vie collective et gestion financière. Donc, je m'occupe de tout ce qui est coordination bénévole du centre, donc tout ce qui est animation, donc proposer des activités et coordonner les bénévoles pour gérer un peu cette attente-là qui est très souvent difficile, parce que les personnes sous Dublin, on voit clairement la différence entre les personnes qui arrivent sous Dublin. À partir du moment où il y a une admission au séjour, les personnes ne sont pas complètement libérées parce qu'elles n'ont pas une réponse définitive, mais il y a déjà une différence dans l'attitude. Les personnes ont plus envie d'aller au cours de FLE qui sont proposés. À savoir qu'au SAS, on a 3 bénévoles FLE, on a 4 même bientôt, qui interviennent au centre, qui donnent des cours de français. On a des personnes qui font des activités pour les enfants les mercredis après-midi, qui proposent des sorties. On a du foot évidemment, mais aussi on a des férus de foot. On a un tournoi de foot le 16 mai, on s'entraîne à fond. Et je fais aussi tout ce qui est scolarisation des enfants et lien avec les partenaires sur le territoire. Et aussi je fais tout ce qui est gestion financière. Parce que du coup je fais le lien avec l'OFI, donc l'Office française de l'immigration et de l'intégration, pour tout ce qui est problème de versement de l'allocation pour demandeurs d'asile. Parce qu'il y a des gros problèmes de versement, des retards, des paiements qui n'arrivent jamais, des rétroactivités qui n'arrivent jamais aussi. Et du coup, moi, je suis là pour assurer la bonne perception de l'ADA et parfois faire des paliers aussi au manque de l'État là-dessus, puisque parfois, il y a de l'argent qu'on ne récupère jamais ou on ne nous envoie pas quand il y a des nouvelles lois qui tombent sur de l'argent qui n'est pas versé, qu'on ne voit jamais, sur des frais. Donc avec mes collègues, on travaille aussi en lien, il y a besoin de faire aussi des recours là-dessus, avec des avocats quand c'est compliqué. Donc voilà à peu près. Après, plus généralement, si on sort un peu du SAS, on a en tout 1900 places d'hébergement au Forum. Donc nous, on est une asso lyonnaise, je ne l'ai pas précisé, on est une asso lyonnaise. Et on a l'hébergement aussi dans tout ce qui est sud-est de la France, on a des PADA aussi, on a ouvert un hébergement en fin d'année dernière dans le Var. Et en Auvergne, on a beaucoup de centres en Auvergne, des plateformes d'accueil, on a une à Nice, à Toulouse, à Montauban. Voilà, à peu près, il y en a Clermont aussi. Après, au-delà de ça, on fait aussi tout ce qui est plaidoyer, on a une direction du plaidoyer, c'est assez important. Par rapport à la nouvelle loi, mais aussi pour d'autres choses, là, c'est parce qu'on parle beaucoup de ça. On a une direction qui s'occupe de faire des recommandations selon ce qui sort aussi, de proposer des axes de proposition qui leur semblent plus à même de fonctionner. Et on intervient aussi en CRA, en centre de rétention administrative, donc qui sont à Saint-Exupéry, à l'aéroport. On a une équipe qui est là-bas, qui s'occupe de faire les recours pour les personnes qui ont lien avec le juge des libertés et de je ne sais plus quoi. C'est pas moi la juriste pro, mais ils font... c'est le juge des libertés, voilà, donc ils sont en lien avec lui, ils font les recours. Donc on a une équipe assez large, on intervient de A à Z, si je puis dire. Et on a, oui, c'est important aussi, et puis on a parlé, en plus on a
On a un centre de santé, le centre Essor, qui se charge de recevoir des personnes qui ont des traumatismes psychologiques liés à l'exil ou liés aussi à des victimes de torture. Donc des victimes de torture qui peuvent venir pour voir. On a un kiné, on a des psychologues qui sont accompagnés dans ce centre qui est à Villeurbanne, donc juste à côté de notre siège social. Voilà à peu près, j'essaie de faire rapide. Merci, mais de toute façon tu es là pour les questions. Donc avant de passer la parole au public, j'espère à de nombreuses questions, n'hésitez pas à venir au centre de documentation où se trouvent justement des ouvrages portant sur cette thématique-là, notamment des livres rédigés par la CIMAD et Forum Réfugiés sur l'état des migrations et de la demande d'asile en France et en Europe. Et on vous a mis quelques petits panneaux, l'exposition sera complète au centre de documentation jeudi, sur en fait lutter contre les préjugés sur les migrations, donc y compris les demandes d'asile. Donc qui veut se lancer pour la première question à notre panel d'intervenants qu'on remercie. Merci. Bonsoir, moi j'avais une question parce que vous avez tous parlé des prises en charge des adultes et des familles, mais à aucun moment on a parlé de la prise en charge des mineurs isolés. Donc je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à dire là-dessus. Alors je peux parler surtout sur Paris et sur Calais, c'est les endroits que je connais le plus. Mais je pense que c'est un petit peu la même chose partout en fait. En fait, il y a des organismes mandatés par l'État en fait, qui font des évaluations de minorités en France, qui peuvent être FTDA, EMA, le BI, donc qui ont des statistiques qui sont complètement différentes en fonction des régions. Ce qu'on a vu à Paris, c'est pour ça que le camp Pantin est né avec MSF, c'est 70% des évaluations de minorités refusées. C'est des témoignages de jeunes en fait qui, selon leur pays, on leur dit non, qu'ils aient 14 ans, 12 ans ou peu importe, qu'on récupère à la rue derrière et qu'on essaie d'orienter pour faire des avec l'ADJI, qui est une association qui fait du légal à Paris en fait, pour contester ces évaluations de minorité. Donc c'est un recours. Et derrière, pour essayer de scolariser ces jeunes, les mettre dans des familles d'accueil, etc., parce qu'il y a un vide juridique. Ils ne sont pas reconnus mineurs, ils ne sont pas reconnus majeurs. Donc, il y a une possibilité légale pour les aider, en fait. Mais c'est grave, en fait, ce qui se passe au niveau des mineurs en France. Ce sont des réfugiés avant d'être des mineurs, en fait. Et c'est grave, en fait, parce que il y a des permanences qui seront tenues par des indépendants ou par des associations à la sortie du DEMI. Le DEMI, c'est mandaté par la Croix-Rouge, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, on voit des personnes qui ont 12 ans, 13 ans, et qui sont remis à la rue, tout simplement. Et que Utopia, par exemple, mais on n'est pas les seuls, hein, il y a beaucoup de collectifs et de personnes qui les récupèrent derrière, et qui essaient de faire des recours juridiques avec eux, qui essaient de leur trouver un endroit, un toit. Et c'est de là qu'est né le camp de Pantin de MSF, pour justement essayer de faire un suivi au niveau médical, une contestation de la minorité, de cette évaluation de minorité plutôt, et essayer de sortir de ces jeunes de la rue, en fait, tout simplement. Après, en fonction des régions, je pense que c'est complètement différent. À Calais, c'est pas la même chose, c'est des mineurs qui veulent rejoindre l'Angleterre, parce qu'ils ont de la famille ou parce qu'ils ont... Et là c'est l'accord du Touquet, et c'est la politique qui les bloque, en fait, tout simplement à cause de business, en fait, tout simplement, à cause d'argent, en fait, pris par la France. En ce qui concerne l'hébergement des mineurs, ce que j'en sais, il y a des CAOMI, donc c'est des CAOMI qui ont été mis en place... Voilà, mais il y en a très très peu. Mais avant tout, un mineur isolé étranger, quand il arrive en France, il est considéré comme mineur, jusqu'à maintenant, avant d'être étranger.
Du coup, normalement, c'est le Conseil général qui s'occupe d'héberger les enfants qui arrivent. Donc à Lyon, par exemple, ça va être l'IDEF, si vous connaissez, les maisons de l'enfance. Et puis beaucoup, en substitution aujourd'hui, il y a l'hôtelier. Donc pour ceux qui ont la chance de pouvoir être hébergés, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas, ça va être les maisons de l'enfance si c'est possible, puis l'hôtel, et puis la rue beaucoup, quoi. Mais en tout cas sur l'hébergement c'est ça. Après je crois pas que ni Forum ni Habitat Humanisme et de... Alors Forum, nous on héberge pas pour l'instant des mineurs, mais très bientôt, la semaine prochaine en fait. On ouvre un dispositif où on va accueillir des mineurs du coup pour faire des évaluations. On aura 30 places. Je ne sais plus combien de places on a, mais oui, après nous, avant on avait une collègue qui accompagnait des mineurs, mais c'est vrai que c'est pas le cœur de notre mission. Là, ça va commencer un peu plus le devenir à partir de la semaine prochaine, mais voilà. Ça sera plus nous sur de l'évaluation. Faire des évaluations, les soumettre au parquet, et c'est censé durer 5 jours. Voilà. Bien censé. Je voulais juste rajouter quelque chose par les évaluations de minorité en fait. Ce qui se passe en France en fait, c'est quand même qu'on évalue avec un test osseux qui a 18 mois de trou en fait, de trou, ouais. Et que déjà il y a des endroits où il y a des rejets de minorité parce que je pense qu'il y a des consignes préfecture, je n'en sais rien, mais quand on voit des villes comme Paris où il y a 70% de refus de minorité et derrière il y a un test osseux, etc. Je pense pas que dans toutes les villes ce soit la même chose. À FTDA par exemple, à Saint-Omer, n'a pas les mêmes chiffres. Il y a beaucoup plus de mineurs qui sont vraiment pris en compte. Il y a des régions où je pense que ça se passe très bien, mais il y en a d'autres où c'est vraiment grave ce qui se passe en fait pour les mineurs. Et en fonction des départements et des villes, c'est complètement différent en fait. Il y a des lieux où ils peuvent être bien pris en charge et des lieux où ils sont pas pris en charge du tout en fait. Pour préciser, pour éviter, moi je trouve ça un peu scandaleux, mais le test osseux il est pas obligatoire. Enfin, du moins FTDA, il n'est pas obligatoire. Un mineur, donc, qui se réclame mineur a le droit de le refuser. Hein. Je sens plus. Du coup, c'était pas ça que je voulais dire au début, mais il a le droit de refuser. Il se passe quoi si... J'en ai aucune idée. D'accord. On n'a pas le droit de... on a le droit de pas vouloir soumettre à un examen médical, surtout quand il concerne... surtout qu'il n'est pas du tout fiable, hein, comme dit... il y a rien de... Il y a un fiable, il y a une marge excusée de 18 mois d'erreur. Il y a une marge d'erreur qui est énorme, donc j'en sais rien, je ne peux pas m'avancer, mais je pense pas que ce soit... Parce que pour ce que je voulais dire au départ, c'est pour parler du cas de Lyon que je connais surtout à travers un exemple d'un jeune camarade qui donc est pris en charge à la Méomie, voilà. À la Méomie, et qui avait été reconnu mineur dans, je sais pas, ça fait 1 an qu'il est là maintenant. Il avait été reconnu mineur et la Méomie a contesté. Et ça, c'est ce que la personne qui l'aide aussi dans ses démarches, qui fait partie d'une autre asso, que je ne sais plus, m'a dit. Et visiblement, ils sont débordés à Lyon et du coup, il y a des... c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas comment ça se passe. Mais du coup, ils sont en capacité de contester une décision de justice pour remettre un mineur dans la boucle infernale, quoi. La Méomie, de ce que j'en sais, il y en a dit qu'ils sont plus à même de répondre, c'est pas eux qui contestent une décision en fait, c'est le parquet qui le fait. Donc je suis pas capable de te répondre, pour moi la Méomie ne conteste pas une décision tant qu'elle a été, le parquet a décidé que la personne était reconnue mineure, elle a aucune raison de ne pas contester ça. C'est ce que je me serais dit aussi. Donc j'en sais rien. Je suis désolée. D'avoir le micro. J'ai une question pour Mohamed Amir. Oui.
Je souhaiterais savoir en fait ce qu'il pense de son parcours en tant que demandeur d'asile en France, s'il est finalement content d'être arrivé ici et qu'est-ce qu'il pense de l'administratif français. شفت يعني كانت ازاي صعبة سهلة وبعدين لما جيت هنا كانت برضه يعني ازاي عشان الورق كل الحاجات بتاعت الورق على القانون يعني صعبة سهلة متعبة. اوكي. الهجرة إلى فرنسا بالنسبة للإريتريين مجهولة يعني. كل الإريتريين فهموا أنه واحد يمشي السويد، يمشي النرويج، يمشي ألمانيا، يمشي بريطانيا. ثقافة القبول في فرنسا بالنسبة للإريتريين مجهولة. يعني ما يعرفوها يعني، ما يعرف الناس ما عندها خلفية عن فرنسا، كيف تتعامل فرنسا مع اللاجئ؟ ما تعرفش عن فرنسا. الناس كلها بتمشي كاليس وتحاول. فأنا أختلف من الناس، أنا طبعا دايركت جيت فرنسا. أنا كنت في شغال في الإعلام يعني صحفي. ففي صحفي فرنسي عرفته يعني قبل 40 سنة يعني، أنا طفل بعرفه يعني. وزول هذا اداني فكرة قبل 40 سنة. أنا عمري قريب كم 50 سنة، طفل صغير أنا بعرف هذا الصحفي الفرنسي. جيت ايوه قديم يعني، فهو ادخل التلفزيون وفي اريتريا يعني، نحن موجودين قبل الاستقلال يعني. هنا المعاناه في فرنسا، اول ما تجي في فرنسا انت تكون في الشارع. ما عندك دليل، ما تعرف لغه، بدليل انه انا عندي سنه ما اقدر اتكلم فرنسي يعني. لانه الحضور الفرنسي في القرن الافريقي ضعيف. اللغه الفرنسيه ما موجود في جيبوتي بس. نحن ثقافتنا ايطالي، انجليزي، عربي. لما تجي هنا انت ما تعرف، يقول لك وين جوك عين ايش يقول ما بتفهم يعني. يعني انت ايش يقول يعني. فانا كنت ارى المتاعب انه انا لما اجي المفروض يدوني اول حاجه يدوني سكن، حتى لو خيمه يعني. اول حاجه يدوك سكن على الاقل انوم فيها مكان. انا زول هارب من المعركه، ما عندي فلوس، ما عندي شيء، دي معاناه. ثاني يعطوني عنوان في سبيل انه اقدم اوراقي على اساس القى المستند الصحيح. عدم توفر السكن وعدم توفر العنوان يجبر الانسان الاريتري يغادر يفتش خيارات ثانيه، مثلا يمشي جرمن، يمشي السويد، يمشي سويسرا. من هنا بقى ايوه يخرج يعني، ما برغب يعني. امير une pause pour vous donner des infos. Non, alors, par où commencer il dit que le problème, c'est que lui, en tout cas pour lui, quand il est arrivé, il savait rien, il savait pas parler français. Déjà avant, depuis l'Érythrée, depuis le Soudan après, mais il sait pas en fait comment il n'entend pas parler de comment la France est avec les réfugiés, les demandeurs d'asile, comment ils se comportent en fait. Donc il n'a aucune idée. Lui, il est venu directement ici, alors que d'autres personnes passent par d'autres cheminements ou peut-être pour aller dans d'autres pays, mais lui, il est directement venu en France et te dit, t'arrives, tu connais pas la langue, tu t'es perdu, tu vois bonjour, c'est tout ce que tu connais, mais ce serait bien dès qu'une personne arrive, après c'est compliqué, mais ce serait bien qu'on lui donne un logement. Qu'on lui donne une adresse pour qu'elle puisse, elle, aussi, faire toutes ces démarches administratives et même peut-être aller voir en Allemagne, pas forcément rester ici peut-être, aller voir en Allemagne, en Norvège ou dans d'autres pays. يعني الورق يعني انت بالنسبه لك صعب بقى في الاخر. لا الورق بالنسبه للانسان في فرنسا الناس ما بيعرفوها. الان في فرنسا انا برايي افضل يعني أيوة. بس فيها مساله العنوان والسكن في البدايه. لو بقت مساله دراسه وضعك في فرنسا افضل. دراسه pour tout ce qui est éducation et tout ça en France c'est mieux. Alors c'est احسن من البلد الثانيه في اوروبا. ايوه c'est mieux. Lui il trouve que c'est mieux que les pays voisins en Europe. باعتبار انه في فرنسا انت دوبلين بتاخذ مدتك، ممكن يكسر لك الدوبلين، يمكن يغير لك وضعك. اكسلري بتاخذ مدتك بقدم كيزك يعني.
تدخل للأوبرا يعني خطوات بتمشي في فرنسا الحركة مش جامدة يعني. Alors c'est pas des grands avancements, donc ça prend du temps, mais c'est très procéduré donc c'est comment يعني هي بالنسبة لك سهلة مش يعني هم حاطين حواجز مش معقدة يعني. مش معقدة يعني مش يعني انت ممكن تبدا اليوم اكسلري بعد شويه يجيب لك تدخل الدوسيه تشوف الكيس يعني خطوه بخطوه. يعني جمهور ouais ça va pas rapide non plus c'est étape par étape en fait. وهذا كويس يعني. faut être patient. بس في المانيا مثلا تاخذ 3 سنة يدوك ريجكت، تمشي في بريطانيا تاخذ 5 سنة يقول لك ريجكت ايطاليا. الادب ايوه يرجع بس فرنسا بتختلف وانا اشكر فيها الدوله الفرنسيه. Il remercie vraiment la fin parce qu'il dit en Angleterre, bah, tu peux rester pendant 5 ans, puis après on te dit, bah, faut partir. En Allemagne, pareil, tu restes un moment, on peut te dire au bout de 3 ans, bah, faut partir. Mais lui, bah, il adore la France, en tout cas pour ça. Il y a un moment mal là qui me شايفه يقولوا لك بعد 5 سنين تمشي. عموما انت احنا ما اخذنا 50 لكن عموما الخطوات يعني في زول عنده دوبلين يقول له مثلا بدك تمشي ايطاليا بتدرس حالك تعمل محامي بتمشي بعد المحامي تمشي يعني الخطوات هنا المسؤول بتاعك يشعر بمعاناتك يعني انت انا لما اكون دوبلين يقول لي الاسيستانت تناديني المدير يقول لي تعال بيدرس حالتك يعني عموما متعاون. Enfin lui pour lui en tout cas son cas on l'a vraiment étudié, on a enfin vraiment il remercie la France pour ça mais qu'on a vraiment étudié son cas pour que ça s'améliore en fait. قاعد dans la rue عشان تبطل بقى تبقى يعني يساعدوك كويس عشان تبطل بقى تنام في الشارع. السكن موجود بس الاوراق كمان يشتغلوا لا عشان كده يكسروا البسمه مثلا. دوبلين في كم 40 سوداني اخذوا دوبلين واخذوا الان ورق يعني عندهم دوكيمنت اخذوا يعني. Dublin, ouais, alors il dit sur les procédures Dublin, il y a quand même des gens, une quarantaine de personnes qui ont pris les papiers ici en France. وفي اليوم تحديدا. وفي ايه؟ هذه اليوم في اليوم اخذوا يعني. Ah, في اليوم ouais bah au jour d'aujourd'hui. Moi je connais pas encore bien ces concepts du Dublin etc. Hein, mais Merci beaucoup Mohamed, merci, thank you. D'autres questions? Du coup aussi en tant que structure d'accueil, d'hébergement, je ne sais pas en fait si vous pouvez dire que vous ressentez un peu un impact là, de la circulaire Collomb qui est passée par rapport à la relation que vous avez avec les gens et à l'accès aux structures d'hébergement d'urgence. Je ne sais pas, est-ce que ça se ressent ou comment ça impacte vos activités en fait? Je vais répondre pour dire que j'ai pas vraiment de réponse pour, en tout cas, Habitat Humanisme, parce que finalement, la circulaire Collomb, elle impacte, enfin, celle de l'évaluation ou du contrôle des situations des gens dans les lieux d'hébergement. En fait, elle impacte les lieux d'hébergement autres que ceux qui sont spécialisés dans l'asile. C'est-à-dire que nous, on accueille des gens qui nous sont déjà orientés par l'OFI et dont les situations administratives sont connues de l'État. Donc ils n'ont pas besoin d'enquêter chez nous, ils savent déjà tout. Voilà. Mais par contre, pour ce qu'on appelle les CHRS, les centres d'hébergement et réinsertion sociale, c'est un vieux nom, ou les CHU, les centres d'hébergement d'urgence ou autres, là effectivement, il y a un impact possible qui existe. Alors après, dans la réalité de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant dans le Rhône, j'ai l'impression que c'est pas passé grand-chose finalement. Voilà, je sais que les associations y étant souvent très opposées, ça n'a peut-être pas aidé non plus. Puis après, ils sont pas très nombreux non plus à pouvoir aller faire ces contrôles sur place. Donc finalement, ça se fait pas tellement. Ouais, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, Habitat Humanisme, nous, on a eu une décision du conseil d'administration forte, pour une fois, sur ce genre de choses, je le relève, où ils ont dit, bah, si sur les centres d'hébergement, CHU, CHRS, Habitat Humanisme, il y a une descente comme ça d'administration pour venir contrôler les gens, vous appelez la direction ou un membre du CA aussitôt, et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de leur dire non, quoi. Voilà. Mais ça s'est pas présenté pour l'instant.
Je peux répondre pour Forum Réfugiés. Il faut faire la distinction après, avec l'accueil inconditionnel, qui concerne donc des centres d'hébergement d'urgence. Nous, notre dispositif, c'est centre d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile. Donc notre public, en fait, il n'est pas en situation irrégulière. Ce sont des demandeurs d'asile, effectivement, sous Dublin, mais qui ont donc droit d'être hébergés jusqu'à leur départ effectif. Donc la préfecture est tout à fait au courant qu'ils sont chez nous, même la police aux frontières est au courant. D'ailleurs, police aux frontières avait l'habitude de venir dans notre centre pour notifier des décisions aux personnes qui sont donc réadmis vers l'autre pays. Par rapport au texte, nous on a constaté aussi dans la rue quelques changements en fait. C'est-à-dire des dispositifs de police aux frontières beaucoup plus présents, des arrestations beaucoup plus présentes, des arrivées en plus grand nombre à Calais, parce que les gens sont dublinés et ont peur de se faire envoyer. Donc des gens de Paris, de Belgique, qui commencent à réarriver à Calais. Donc ce Dublin en fait qui continue à faire peur aux gens et qui continue à prôner le non-accueil. Et les gens vont recommencer à arriver à Calais, c'est ce qu'on pense tous, les associations là-bas. Et voilà. Oui, Pierre Alanier, Croix-Rouge. Donc je veux juste apporter un témoignage dans le même sens que le vôtre par rapport à la circulaire Collomb. On n'a pas senti de gros changements. Sur notre travail au quotidien, on travaille en relation, entre autres, avec Habitat Humanisme, avec Forum Réfugiés. Donc les personnes qui sont là ne sont pas en situation régulière, elles sont en procédure de demande d'asile. Par contre, on vient de gérer des centres d'hébergement d'urgence dans le cadre du plan hivernal. Sur un de ces centres, on a eu un contrôle de l'EFI, mais le contrôle a été extrêmement light. Et en fait, la position de la Croix-Rouge par rapport à ça, c'est de ne pas participer. Vous avez un boulot, vous le faites, nous, on ne vous connaît pas, voilà, et on ne participe pas. Voilà la position de la Croix-Rouge sur cette position. Enfin, sur ce point-là. Et puis un autre point peut-être qui est pas en relation, vous parlez de mineurs isolés, à la Croix-Rouge on fait des maraudes de nuit toute l'année, et le nombre de mineurs isolés a vraiment augmenté de façon très considérable au cours de la dernière année, et les solutions pour les mineurs isolés, on n'en a pas plus que vous. Hein, donc voilà, c'est l'orientation, bon c'est le 119, le 119 on sait très bien qu'il ne répond pas, c'est la police, on sait de plus en plus que la police ne veut pas se déplacer pour ça. Et nous, en termes de Croix-Rouge, alors si à un certain moment, le mineur, on connaît son statut, parce que s'il a 6 ans, le mineur, on sait qu'il est mineur, mais quand il y en a 15, 16, 18, on ne sait pas s'il est mineur ou pas mineur, on est complètement démuni par rapport à ces situations. La Noémie, qui est en fait rattachée, la Méonie, pardon, qui est rattachée... Je suis sur les prénoms féminins. Excusez-moi. La Méonie qui est rattachée donc depuis le découpage administratif du Rhône et qui est rattachée à la métropole. En fait, pour l'instant, on n'a pas trouvé à mon avis, son rythme de fonctionnement. Voilà ce que je peux dire en tant que position Croix-Rouge par rapport à ces situations. Il n'y a pas de question là-dessus, mais je trouve que ça sera intéressant qu'on en dise peut-être un peu plus sur le règlement Dublin, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui choque énormément, et pour cause. C'est un règlement qui est très imparfait, très injuste, même si on en est au 3e, Dublin 4e bientôt. Pour l'instant, on est encore sous Dublin 3. Donc il faut savoir que voilà, effectivement c'est injuste, puisque déjà quand vous débarquez du bateau en ayant traversé la Méditerranée à Lampedusa, vous débarquez en Italie, vous ne l'avez pas choisi, on vous force à donner vos empreintes digitales à cet endroit-là, et le règlement Dublin stipule que le dépôt d'empreintes digitales vaut demande d'asile dans le pays qui les a prises. Donc à partir de là, vous êtes
fichés sur le fichier Eurodac des empreintes digitales comme ayant demandé l'asile en Italie, même si vous n'avez jamais souhaité les demander en Italie plutôt que n'importe où ailleurs. Vous allez en plus, que ce soit l'Italie, la Bulgarie c'est un cas plus particulier, mais ou la Grèce, sont des pays qui n'ont pas la capacité, et c'est normal, de traiter les demandes d'asile. Et pourquoi c'est Israël d'ailleurs qui les traiterait pour l'ensemble de l'Europe, juste parce qu'ils sont situés aux portes géographiquement de l'Europe, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'après, il faut peut-être effectivement se poser la question d'une répartition des gens, et puis de voir peut-être leurs souhaits, et puis des éventuelles attaches familiales. Effectivement, la question que disait Gaël tout à l'heure, des gens qui sont déjà installés en Angleterre, qui ont de la famille en Angleterre, qui ne peuvent pas rejoindre l'Angleterre. Pourquoi, en foi de quoi on décide qu'ils n'auraient pas le droit parce qu'ils ont arrivé par un autre endroit. Pour la petite histoire aussi, par